Ce matin, je vous raconte comment va arriver en France une directive européenne sur le droit d'auteur pour protéger les journalistes, protéger les photographes, protéger les reporters, protéger les documentaristes français et les médias qui les éditent face aux géants du web. Oh là 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 là, comme ce sujet doit vous sembler technique et ennuyeux. Oh là 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 là, comme il doit concerner avant tout ma profession et pas votre vie à vous. Eh bien non, non et non. Si l'Europe n'avait pas voté cela, la presse française allait en crever. Si seuls Facebook et Google restent, ce ne sont pas les intérêts de quelques journaleux qui sont menacés, mais bien ce qu'on appelle le pluralisme de l'information et avec lui, la démocratie. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Et ben voilà, on n'y va pas par quatre chemins. Bonjour David Assouline. Bonjour. Vous êtes sénateur de Paris, membre du Parti Socialiste et vice-président du Sénat, je le précise. Ce matin, exceptionnellement, pas de Madeleine du vendredi, pas de petit jeu. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur le sénateur ? Non. Non ? Bien. Alors, on va passer directement la parole à Bruno Donnet parce que j'aimerais vous faire réagir, monsieur le sénateur, à sa chronique. Bonjour Bruno Donnet. Le journaleux vous salue bien, mon petit bouchon. Mon petit bouchon. Alors Bruno, votre semaine médiatique, vous avez regardé le Trésor de France 2 cette semaine et vous nous dites que vous y avez vu la meilleure intervieweuse politique de toute la campagne européenne. A Star is Born, Sonia. Elle s'appelle Marie-Sophie Lacaro. Elle présente le Trésor tous les jours de la semaine et en temps normal, elle n'interroge jamais les politiques, tout simplement parce que son journal n'est pas le lieu pour ça. Toutefois, imminence d'un scrutin européen auquel participent 33 listes, excusez du peu, plus obligation du CSA, plus équilibre du temps de parole, et voilà pas que France 2 se retrouve contrainte de caser des interviews politiques absolument partout, sur sa grille, partout, y compris donc dans son trésor. Le hic, c'est que si elle veut bien tenter de respecter le pluralisme, d'offrir la parole à 33 impétrants, la chaîne ne dispose pas d'un temps d'antenne extensible. Du coup, l'espace dédié aux interviews politiques est réduit à peau de chagrin. Et c'est là que le bas blesse. Hier, par exemple, Marie-Sophie Lacaro recevait Jean-Christophe Lagarde, tête de liste de l'UDI. Seulement voilà, devinez un peu de combien de temps aura duré leur entretien. 3 minutes et 25 secondes. En tout. Pas une de plus. Du reste, c'était tellement gênant que pour donner l'illusion que le temps d'antenne était un peu plus long, les grands stratégaires de France 2 avaient trouvé une combine, coller un petit reportage entre deux morceaux d'interview. Oui, madame, ils ont saucissonné le bousin, comme ça ne durait même plus 3 minutes et 25 secondes d'un seul tenant. Ça faisait 1 minute 35, un petit reportage sur un gars producteur de Cresson dans l'Essonne, champion du Cresson, et 1 minute 50. Alors, probablement, pour nous faire finement toucher du doigt l'absurdité totale que représente une séquence aussi brève, Marie-Sophie Lacaro a fait la grève. Elle a boudé. Elle a strictement rien foutu, rien préparé du tout. Et elle a commencé son interview par une question sur un sujet au moins aussi couillon que la répartition du temps de parole, les sondages. Dans notre dernier sondage, publié en début de semaine, vous êtes crédité de 2% des intentions de vote. Il en faut 5 pour avoir des élus. Puis elle a enchaîné en comparant Jean-Christophe Lagarde, équité oblige, à Francis Lalanne. Vous trouvez-vous à 2%, comme la liste Gilets jaunes du chanteur Francis Lalanne. Vous vous dites quoi, je rate ma campagne ? Avant de conclure avec une dernière question, une nouvelle fois consacrée à un autre candidat et toujours inspiré par les sondages. François-Xavier Bellamy, c'est lui qui monte en ce moment, qui visiblement fait une belle campagne. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous lui reconnaissez ce mérite ? Une question qui lui aura d'ailleurs permis, parce que Jean-Christophe Lagarde a pris le temps de pinailler sur sa maîtrise de l'arithmétique. Pardon madame, je ne sais pas où vous avez vu qui montait, puisqu'il était à 14% au mois d'octobre, 14% aujourd'hui. Je crois que c'est normalement le même score, sauf si je me suis trompé. De lui montrer qu'elle était également capable de brandir en 3 minutes 25 des arguments politiques absolument massus. En tout cas, dans les commentaires du milieu politique, il est assez remarqué. Voilà, pas une question sur sa vision de l'Europe, rien sur son projet politique, nada sur ce qui le différencie des autres candidats, et que dalle sur les raisons pour lesquelles il faudrait voter pour lui plutôt que pour Francis Lalanne. Rien que des sondages et du Cresson. Alors on dit bravo Marie-Sophie Lacaro, vous avez trouvé là une merveilleuse façon de protester contre l'ineptie totale à laquelle conduit la règle de l'équité imposée aux médias, car oui, Sonia, face à l'absurdité d'un système, une bonne démonstration par l'absurde constitue souvent un excellent révélateur, à condition toutefois de le faire vraiment exprès. Merci Bruno Donnet. À réécouter sur franceinter.fr. David Assouline, sénateur de Paris, vous voulez réagir, vous qui êtes en charge depuis de très nombreuses années des questions médias. Évidemment qu'on défend le pluralisme, évidemment qu'il ne faut pas que les médias ne s'occupent que des grands candidats, mais comment faire avec 33 listes ?
Oui, c'est voilà Le résultat est là. l'absurde d'une conception uniquement mathématique de l'équité ou de l'égalité conduit à ça. Il faudra apporter une réponse parce que ça nuit à la démocratie, mais en même temps, vous êtes gentil parce qu'on a l'impression qu'est épargné le fait que même avec 3 minutes seulement, on peut poser une question de fond sur les conceptions que l'on a de l'Europe et de notre vie en société en ce moment, et que la journaliste ne pose que des questions subalternes ou de surface. Franchement, elle a raison, parce que si elle lui pose une question intéressante, il va mettre plus de 3 minutes à répondre. Mais en 3 minutes, vous savez, vous faites de la radio, on peut Oui. dire beaucoup de choses. Donc vous êtes pour qu'on réforme justement ce système de On n'a pas calcul arrêté, du temps de parole? on l'a déjà fait. On l'a mais déjà on ne fait trouve plusieurs pas fois. la bonne solution. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on est même dépassé. 33 parce que listes. c'est 33 listes qui ne se réduisent pas d'ailleurs à une tête de liste, parce que dans chaque liste, il y a beaucoup de visages. Oui. Et ça fait... c'est quasiment... une perversion finalement de quelque chose qui se veut Au contraire, harmonieux. Harmonieux, exactement. Bon bah vous avez donc du pain sur la planche. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Alors je me permets exceptionnellement une longue introduction à notre dossier du jour. Hier dans l'Instant M, vous avez entendu David Servenet et Pierre-Antoine Souchard, 2 journalistes d'investigation qui vont produire pour le journal en ligne lesjours.fr une formidable série sur le procès Balkany pendant 1 mois. Ces 2 signatures ont des années d'expérience, notamment 35 ans d'affaires Balkany dans les Hauts-de-Seine. Et croyez-moi que pour suivre un tel procès et le raconter de A à Z, il faut de l'expérience et il faut du background. Ils sont pigistes tous les 2. Et il me confiait hier, en sortant de l'émission, que produire de l'investigation est devenu un problème majeur en France. Les journaux ne peuvent plus payer les enquêtes à leur coût réel, c'est-à-dire payer des journalistes qui vont fouiller pendant des mois et des mois des dossiers sans pouvoir écrire quoi que ce soit. Et sachez-le, pour ce qui est du grand reportage à l'étranger, y compris en zone de guerre, c'est pareil. Combien de journalistes, combien de photographes, combien de documentaristes télé partent à leurs frais, espérant à terme rapporter quelque chose qu'un média achètera. Produire de l'information, ça coûte très cher. Ça exige de prendre des risques quand on s'aventure en terrain dangereux, évidemment. Mais aussi, vous savez, quand on publie des infos gênantes sur des multinationales ou sur des gens puissants qui ensuite vous étranglent avec des procès. Qui prend ces risques? Les médias. Après cela, vous lisez ces papiers, vous voyez ces photos, vous regardez ces vidéos sur Facebook, sur Google News. Très bien, autre moteur de recherche, sur tous les réseaux sociaux. C'est formidable, c'est tant mieux, ça fait un tremplin formidable pour les journalistes pour diffuser leur travail. Mais pourquoi Facebook et Google ne paieraient-ils pas cela? David Assouline est donc mon invité. La directive européenne sur le droit d'auteur a été adoptée fin mars pour la partie qui concerne la presse, celle qu'on va traiter ce matin dans l'émission, parce qu'évidemment le sujet est beaucoup plus large. David Assouline, vous avez immédiatement rédigé un texte de loi pour qu'il soit transposé dans le droit français. Fait rare, il a été adopté à l'unanimité au Sénat. J'ai même un peu anticipé, parce que dans la dernière partie de la négociation européenne, tout pouvait capoter, parce que Google a dépensé des millions et des millions de lobbying, et il y a un vote qui est passé à 5 voix sur les centaines de députés européens. Donc, Quand vous dites des millions et des millions de lobbying, il faut le raconter, ça a été une bataille homérique face aux géants du web. Oui, parce qu'ils ont des moyens énormes de lobbying. Au Parlement européen, c'est presque une tradition. Mais là, vraiment, c'était des coups de fil personnels à chaque parlementaire de chaque pays, avec des mensonges sur ce qu'allait être comme conséquence cette directive, que ça allait tuer toute la liberté d'expression sur le net, que tout le monde allait devoir payer, etc. Bon, quelque chose de très... Et d'ailleurs, relayé par des gens qu'on n'attend pas forcément dans ces moments d'alliance avec Google, les pirates, les partis pirates, des gens qui sont pour la liberté totale dans la vie et dans la société, mais qui étaient instrumentalisés et qui se laissaient instrumentaliser par Google pour faire passer cette pilule. Et donc, dans cette phase, je me disais, en connaissant la façon dont il négociait, c'est-à-dire la teneur de la directive telle qu'elle pouvait aboutir, j'ai rédigé une loi qui transposait et qui disait en même temps, de toute façon, si vous ne votez pas cette directive, nous, la France, on le fera en France. Nous, la France, on le fera. Bon,
avec un rapport de force nettement moins important, sûr. on va en parler, mais en tous les cas, on prendra nos responsabilités parce que ça ne peut plus durer. Alors, donc, la loi arrive maintenant à l'Assemblée nationale, deuxième round. Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale prend l'exemple suivant. Lui, il dit par exemple les clubs de foot vivent grâce à l'argent que leur versent les télévisions pour diffuser les matchs. Les chaînes, elles payent très cher ces matchs. Récemment, on a vu un match de la Ligue des Champions, je crois que c'était même Manchester PSG, qui s'est retrouvé sur Facebook gratos. Il n'y a pas de raison pour les clubs qui jouent et pas de raison que Facebook diffuse gratos alors que les chaînes payent. Il y a un consensus pour que tout aille très vite. Vous nous accordez là-dessus? Oui, il y a un consensus. Oui. Politiquement parlant, il y a un consensus. Oui. Bon, c'est une lente maturation, c'est aussi des combats. Moi, j'ai mené le combat depuis de nombreuses années, quand c'était pas encore aussi consensuel. Et puis, il a fallu convaincre les uns et les autres, parce que l'échiquier politique est assez large. C'est ça. Il y a quand même des conceptions sur la vie économique très différentes, mais du Parti communiste jusqu'aux Républicains, en passant par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, tout le monde a voulu avancer. Et puis, à l'Assemblée, à nouveau, ce consensus a eu lieu, puisque ça a été voté hier par l'unanimité moins une voix, donc c'est pas l'unanimité, puisqu'il manque une voix, mais nous, au Sénat, c'était la totalité. Et puis, Alors, la navette va continuer. D'abord, une autorisation. D'abord, il va falloir que les canaux numériques demandent une autorisation pour diffuser les textes, les images et les vidéos qui sont produits par les médias. Cette autorisation, elle va concerner quoi, David Assouline? Alors, bon. Rentrons dans le détail. Oui. Essayons d'expliquer avec un peu de pédagogie ce qu'il y a dans ce texte de loi. Déjà, je voulais quand même une phrase de constat que vous avez posée. Google et Facebook commercialisent de l'information qu'elles ne payent pas. Oui. Dans notre vie quotidienne, ça s'appelle ou du recel ou du racket. Donc c'est ça qu'ils font, de façon soft, admise. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose... C'est-à-dire qu'ils font commerce avec des produits qu'eux-mêmes, ils n'ont pas achetés. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, sur Facebook ou sur Google News, on trouve des tonnes de papier, de reportages, comme vous l'avez dit, ça coûte cher l'information. Voilà, ils les ont pas achetés. Pour faire, en plus, quand on est conscient que c'est un enjeu majeur de société, notamment parce qu'avec le numérique, n'importe qui peut diffuser de l'information et de la fausse information, fake news, etc. À une époque du complotisme et de tout ce qui est nécessaire de faire pour fiabiliser l'information. C'est le journalisme professionnel qui a une déontologie, qui a des instances, qui est bon, etc. Mais qui coûte. C'est Sami Katz qui mène beaucoup cette bagarre. Sami Katz, c'est un très grand correspondant de l'AFP. Voilà, un grand reporter, notamment sur des terrains de guerre. Absolument. Qui a écrit un texte poignant là-dessus. Et il dit, c'est simple, pour aller sur ces terrains, pour donner de l'information dans ces terrains durs, où il y a des gens abandonnés, qui ont besoin qu'on parle d'eux pour que leur situation change, eh bien, il faut avoir un gilet pare-balles, avoir un casque, avoir des protections, avoir des voitures, etc. Ou sinon, on ne peut pas. Tout ça coûte de l'argent. Et c'est la presse qui paye. C'est le patron de Sami Katz. Là, c'est l'AFP. Ça peut être tel ou tel Et on éditeur. est très content que l'information que produit Sami Katz en Afghanistan, elle soit relayée dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux. S'il y avait on est pas très ça. content. Ouais. C'est-à-dire, si on ne peut plus payer ça, Google va continuer à diffuser de l'information. Elle viendra d'où? Puisque eux ne la fabriquent pas. Peut-être que ce sera un des belligérants ou alors un État qui enverra une info qui, bien sûr, sera son info à sa faveur. Et Google la diffusera. Voilà. Je pense que c'est un peu déjà le cas. Rajouter un mot sur le rapport de force économique. Il faut savoir que 90% des recettes publicitaires en ligne vont directement dans la poche de Google et de Facebook. Pour celle qui est sur mobile. Ou sur le mobile. 80%. 80% oui, en ligne et 90%. C'est gigantesque. C'est-à-dire que l'ensemble des sites internet de BFM TV, RTL, Le Figaro, Le Monde, L'Express, Le Dauphiné Libéré, Le Télégramme, Ouest France, tout ça, se partagent des miettes. 20% des recettes publicitaires en ligne. Il y a 3,5 milliards de recettes publicitaires générées en ligne. Oui. Et ils en captent 2,8 milliards. Et je parle que de Google et Facebook. Parce qu'il y a d'autres acteurs. Voilà, 2,5 milliards dans la poche de Google. 2,8 milliards. Oui, 2 milliards. Donc c'est énorme. Alors, il nous reste quelques minutes. Monsieur le sénateur, très concrètement, d'abord, ils doivent demander des autorisations avant de reproduire des reportages, des photos, des textes.
Comment ça va se passer? Non, oui, mais non. Alors dites-nous. Non, à ce stade, ce qu'il faut que chacun comprenne, c'est que, et ça va être une bataille, parce que Google, quand ils perdent une bataille législative, ensuite, ils essayent de gagner la bataille de la non-application de la loi. Et ils ont des armées d'avocats plus forts que certains États pour retarder, etc. Et ce temps de retard, c'est des centaines de millions de gagnés, parce que chaque année, ce qu'ils devaient donner n'est pas donné. Et voilà, donc ils fonctionnent comme ça sur ces vides. Ils perdent toujours au bout de 10 ans, on régule un peu plus, mais pendant 10 ans, ils ont encore augmenté leur puissance. Alors là, il va y avoir à la fin, quand cette loi va être votée dans les semaines qui viennent, définitivement, il va y avoir une société de droit que vont constituer les éditeurs de presse, qui va négocier avec Comme Google. les musiciens le font avec la SACEM. Voilà, ils vont négocier avec Google, Facebook, etc. Et ils vont se mettre d'accord sur l'application de cette loi, c'est-à-dire quel est le volume, à quel moment, avec les critères qualitatifs, des critères aussi quantitatifs, de rémunération. Donc voilà, ça ne sera pas que du clic, parce qu'on a réfléchi à ça. Si c'était uniquement au clic qu'on rémunérait, à ce moment-là, ce que j'appelle les fermes à clic, c'est-à-dire pas les bons sites d'information, pas la bonne presse, parce que quand on est ferme à clic, c'est qu'on vend un peu n'importe quoi. Je ne vais pas prononcer des mots trop durs, mais ok. On dit putaclic aussi. Voilà, dans le jargon. moi je dis ferme à clic, comme ça je suis plus bon. Mais vous avez raison. Donc ça ne sera pas le seul critère. Un critère peut-être de nombre de cartes de presse de l'éditeur, mais comme il y a des petits qui n'ont pas beaucoup de nombre de cartes de presse... La loi prévoit que si, justement, ces négociations n'aboutissent pas, si personne n'arrive à se mettre d'accord, le gouvernement reprend la main derrière pour jouer les médiateurs. Comment ça va se passer ? Oui, l'Assemblée a ajouté quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il faudra nommer un médiateur, mais il y aura aussi des moments où la justice sera saisie. Et avant que la justice soit saisie, qui interprétera les choses, un recours doit être possible pour essayer d'arranger les choses. Je pense que la chance que l'on a, parce qu'ils ont impressionné jusqu'à présent, quand les Espagnols ont voulu faire les choses, ils ont déréférencé. D'un coup, l'Espagne panique, tu es déréférencé par Google, tu sors du champ de visibilité mondiale. Ils ont donc rétropédalé. Les Allemands, il y a eu des changements d'algorithmes qui n'ont plus mis en valeur les grands groupes. Des grands groupes de presse allemands qui sont puissants. Donc les mesures de rétorsion de Google eu peur, et de Facebook. Ils ont arrêté. Là, c'est l'Europe. C'est 700 millions d'habitants. D'internautes potentiels, et ça, on sait que Google et Facebook ne peuvent pas s'en passer. Et donc, maintenant, il faut y aller. Donc, c'était majeur que ça se vote au niveau européen. Et la France majeur. va être la première à le faire. Et derrière, l'Europe va suivre, mais le monde aussi. Et pour Google, l'enjeu, je comprends, est gigantesque. Parce que, imaginez, quelques centaines de millions par-ci, par-là, à la fin, ça fait beaucoup. Mais c'est de l'argent qu'il se faisait indûment. Et la liberté de la presse aujourd'hui est quelque chose de fondamental. Elle a un coût. Et il faut comprendre qu'une indépendance, c'est une indépendance financière. C'est comme dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. David Assouline, donc sénateur de Paris. On est en plein donc, dans la transposition de cette directive européenne sur le droit d'auteur. Alors, qui concerne la presse, ça s'appelle, si vous voulez le jargon jusqu'au bout, du droit voisin. Merci beaucoup parce que vous avez rendu ça extrêmement pédagogique et vivant et concernant. C'est la fin de l'émission.